Bonjour, nous sommes en direct pour cet avant-dernier live sur l'anthologie Étrange enfance avec Alexandra Fiordelli, Claire Tardieu et Eller Zerz, s'il peut nous rejoindre, mais il a un petit empêchement, donc on espère qu'il va nous rejoindre entre-temps, mais en attendant, on commence tous les trois et on verra si nous pouvons bénéficier de l'avenue d'Eller Zerz plus tard. Donc là, on fait une émission autour des poupées et de l'illustration. Donc on a une auteure qui est Alexandra Fiordelli et une illustratrice qui est Claire Tardieu. Donc je vais vous laisser toutes les deux vous présenter rapidement. Donc on commence par Alexandra. Très bien, bonsoir. Donc, je suis Alexandra Fiordelli. Pour présenter un peu mon parcours, j'ai écrit depuis longtemps, très longtemps, mais c'est il y a environ 2 ans que je tente mon premier appel à texte, qui était Démon japonais, des éditions Luciférine. Et c'est un peu mon débarrage d'auteur. Par la suite, j'ai été publiée par un autre éditeur et, entre autres, pour rebondir une nouvelle fois sur les Luciférines, j'ai participé à l'AT Belle Époque et j'ai eu le grand plaisir d'être sélectionnée. Et puis, je me suis dit que j'allais peut-être laisser tranquille un peu la maison d'édition, mais non, j'ai été trop tentée par, par l'appel à texte Retour en enfance. Et c'est avec grand plaisir que je me retrouve une fois de plus au sommaire de cette anthologie à venir. Sinon, pour parler de mon style, il est assez sombre. J'ai un fort penchant pour l'épouvante, mais pas seulement. J'aime bien jouer avec différentes temporalités, plusieurs périodes historiques. J'aime bien m'inspirer de la mythologie et de la poésie classique. Et je pense qu'il y a de quoi faire un savant mélange pour écrire des histoires sympathiques. Enfin, en tout cas, c'est mon désir. Voilà. Merci Alexandra. Et donc Claire, à toi. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Claire Tardieu, illustratrice. Moi, j'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant. D'abord en me réorientant, j'ai un parcours de biologie. Et du coup, dans mes illustrations, je reste quand même toujours assez proche du vivant. Et c'est grâce aux éditions Luciférine que j'ai fait mon premier projet d'édition l'année dernière avec Nuit de Bretagne. Et donc, quand le projet s'est relancé pour participer sur une nouvelle anthologie, ça m'a forcément plu tout de suite. Et en plus, c'est l'occasion d'expérimenter des choses un petit peu différentes parce que j'ai un style très traditionnel. Je fais beaucoup d'aquarelles dans des choses assez douces, assez fantaisie. Là, pour explorer le monde de l'enfance, c'est en numérique, en nuances de gris et un petit peu de couleur. Donc, un projet intéressant. Voilà. Merci. Donc, toutes les deux, vous avez, on va dire, le point commun d'avoir choisi l'une par l'écriture et donc l'autre par le dessin, la thématique des poupées. Donc, je vais vous demander un petit peu, chacune à tour de rôle, quelle a été... déjà, je sais qu'Alexandra, tu hésitais entre plusieurs thématiques pour écrire, parce que tu m'avais un peu discuté des textes, de tes hésitations pour te lancer dans une nouvelle. Donc, pourquoi la poupée? Quelle poupée as-tu choisi? Si tu peux nous en parler un petit peu plus. Alors oui, effectivement, j'ai hésité avec un sujet particulier pour traiter de l'enfance. Je pensais un peu aux jouets interdits. Et finalement, j'ai quand même assez vite pensé à la poupée russe, donc à la matrioshka. Et à partir du moment où finalement je pensais à cet objet-là, je n'ai plus hésité. J'ai écrit ma nouvelle en fonction de la poupée, qui, je trouvais, était un objet quand même très intéressant. À titre personnel, il m'a toujours intriguée, toujours trouvé assez curieux. Et en me penchant un peu plus sur le sujet, donc j'ai découvert pas mal de choses intéressantes, notamment que la poupée russe, donc la matrioshka, n'est pas aussi ancienne que je le croyais. Elle date du début du XXe siècle et est inspirée de poupées, de figurines en bois japonaises. Donc, ne serait-ce que cette notion-là me plaisait bien, et justement l'ambivalence de la poupée russe, poupée finalement, le terme n'est peut-être pas tout à fait exact, mais le fait qu'elle soit entre l'objet de décoration, le jouet en tant que tel, voire l'objet rituel, m'a convaincue de poursuivre sur ma lancée, sur cette idée-là. Et Claire,
En fait, pour expliquer un petit peu comment le travail des illustrateurs se passe sur les projets d'anthologie, je contacte les illustrateurs pour savoir s'ils sont intéressés par le sujet que nous allons faire sur l'anthologie. Et donc, j'ai proposé à Claire de travailler sur Étrange enfance, donc avec une thématique que j'ai annoncée de jouets et d'horreur mélangées. Et je donne les textes, une fois que toutes les nouvelles ont été sélectionnées, je donne la liste des thématiques aux illustrateurs et ils choisissent celles qui les inspirent le plus. Donc Claire avait réservé en premier la thématique de la poupée et elle ne savait pas du tout le contenu des textes qui contenaient des poupées, donc c'était vraiment une interprétation libre de sa part. Donc, raconte-nous un petit peu pourquoi c'est la thématique qui t'a le plus attiré et comment as-tu envisagé l'illustration? Exactement, au niveau du travail, de la manière dont se passe la sélection, je me retrouve effectivement avec des thématiques finalement très larges. Et donc la poupée me plaisait parce que c'est... Dans l'enfance, j'y ai finalement assez peu joué, mais ça reste pour moi visuellement quelque chose de très emblématique. Et comme il y avait cette idée d'horreur un petit peu, c'est quelque chose qui, dans les codes du cinéma, et fait facilement un petit peu peur parce qu'on a ce côté... on peut avoir des poupées très, très réalistes, et ça, c'est quelque chose que je trouve parfois un peu dérangeant. Et donc, du coup, j'ai vraiment construit mon illustration en partant d'une idée de maison de poupée et de me dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette maison, qu'est-ce que les poupées, qu'est-ce qui est caché de l'enfant, et toute cette idée d'imaginaire qui peut faire que ça fait parfois un peu peur. Et du coup, ce qui est plutôt sympa et en lien avec la nouvelle des poupées russes, justement, c'est qu'en décoration sur une étagère dans cette maison de poupées, j'en ai quelques-unes et j'aime cette idée de mystère, c'est plein de petites poupées cachées qui se ressemblent mais qui renferment toutes à leur échelle quelque chose de personnel. Et, et voilà. Et puis j'ai voulu mettre... j'ai un style graphique qui n'est pas horrifique. Je ne fais pas des dessins qui font vraiment peur, mais j'ai voulu mettre un petit peu de dissonance par le regard extérieur que peut avoir par exemple la petite fille sur cette maison et ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et donc à l'intérieur, la dissonance, c'est qu'on a donc une poupée Barbie qui a une attitude qui est décalée par rapport au monde de l'enfance finalement. Complètement, et comme c'est vu finalement par une fenêtre très centrale avec l'œil qui est un peu écarquillé, qui voit ça et qui dit tiens, c'est quand même pas très normal. J'ai aussi conçu ça avec une idée de décalage. On est en plus sur une pièce qui est une chambre, donc un espace assez personnel, avec peut-être une transition vers on quitte l'enfance et on va vers autre chose parce que cette Barbie est en train de fumer une cigarette comme une adolescente un peu en cachette. Et donc voilà, créer un décalage. Ouais, donc la poupée qui prend vie, mais on n'est pas dans la poupée tueuse. Enfin, tu n'as pas fait ça. Non, c'est assez indépendant. Elle prend vie, mais de son côté, elle est chez elle et presque elle se fait surprendre dans son intimité. De vie. Très bien. Voilà. Oui, du coup, c'est vrai qu'on traverse un peu, dans l'anthologie, à travers à la fois l'illustration et les textes, on traverse un peu toutes les poupées, on va dire, possibles, puisqu'on a, donc on avait vu dans la première émission, on a un texte sur un poupon, donc les poupées en forme de nourrisson. On a la poupée Barbie donc, qui est évoquée par Claire dans son illustration et donc la poupée russe là qui est plus dans la poupée de décoration rituelle mais
que quand même, enfin, les enfants, je pense que ça fascine toujours les enfants. Il y a le côté quand même jeu avec ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui amusent beaucoup les enfants. Donc on est vraiment sur 3 catégories un peu de poupées différentes qui sont apparues aussi à des périodes différentes. Donc évidemment, Barbie, c'est la modernité, c'est l'identification de la petite fille à l'adolescence. Et on a avant qui d'ailleurs, c'est assez nouveau donc, à l'arrivée de la Barbie, puisqu'avant, la poupée était vraiment juste un objet à materner. Hein. Quand la poupée en tant que jouet, c'était un objet à materner. Et c'est vrai qu'avec la Barbie, on arrive à une identification. Donc, c'est une poupée qui prend un rôle très différent dans le jeu et aussi dans la place un peu que la petite fille va se projeter dans le monde, puisqu'elle peut jouer à la poupée sans se projeter vraiment quand elle joue au Barbie. Donc on est dans quelque chose qui évolue. Et avec les poupées russes, je ne sais pas si tu as quelques informations à ajouter, Alexandra, dessus. Puisque moi, j'avoue que je ne suis pas une spécialiste des matrioshkas. Si on peut dire que justement, donc inspiré des poupées rituelles japonaises, mais finalement, elles ont vraiment leurs caractéristiques propres. Là, en Russie, elles ont vraiment une allure, voilà, c'est la première, c'est la matrioshka, c'est la femme du peuple, la matrone, la mère, qui garde dans son giron toute sa progéniture, et elle a vraiment cette dimension rassurante, familière, maternelle. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de placer mon histoire en Russie, parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait cette dimension-là familière pour mieux inverser les données et verser dans l'épouvante. Donc après, c'est vrai que, enfin, petit clin d'œil d'ailleurs, la Matryoshka a eu un grand succès à l'exposition universelle, d'ailleurs, puisque ça correspond à l'époque début du siècle. Et ensuite, selon comment dire, des courants artistiques, ces vêtements sont changés en motifs floraux. Et puis, avec l'évolution, il y a aussi eu avec la conquête spatiale, c'est devenu tout à fait autre chose, après des personnages de contes. Donc vraiment, elle a évolué à travers le temps, cette matryoshka, mais elle représente vraiment de nos jours, visiblement, l'emblème de la Russie. C'est assez fort, je ne voudrais pas tomber dans le cliché, mais c'est vraiment quelque chose vraiment familier. Hein. C'est un objet très courant. Oui, et d'ailleurs, on avait parlé juste sur le live précédent du jeu, notamment dans les jeux de pistes, etc., qui étaient des choses assez fréquentes dans les scénarios horrifiques et reliés à l'enfance. Et dans ta nouvelle aussi exploite l'aspect jeu au-delà de la poupée. On est aussi dans le côté un peu jeu de pistes. Oui, tout à fait. La matryoshka va presque devenir un objet un peu de quête, finalement. Après, peut-être que je peux présenter la nouvelle en quelques mots. Rapidement, sans faire de spoiler, je pense que tu peux expliquer un petit peu ton inspiration, comment tu as intégré cette poupée russe à une nouvelle horrifique, puisque c'est une idée plutôt originale, hein, puisqu'on n'a pas spécialement l'habitude quand on pense aux poupées et horreur, c'est pas forcément la poupée qu'on va voir s'imposer en premier, même si, donc pour rappel, hein, si vous avez vu l'illustration du Ulule de Claire Tardieu, elle a eu l'idée de mettre des poupées russes dans son illustration de poupées sans savoir qu'il y avait une nouvelle sur les poupées russes. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé amusant et auquel je ne m'attendais pas. Donc on a un double hommage qui n'était pas concerté. Et puis ça montre bien que dans notre imaginaire, même en France, finalement, la poupée russe reste présente, même si c'est peut-être plus décoratif, moins symbolique, mais on l'a quand même en tête quelque part. Puis il y a le côté mystère, je pense que le côté jeu et mystère qui fait qu'elle a tout à fait finalement sa place dans un imaginaire fantastique. Donc Alexandra, comment as-tu imaginé l'exploitation de ce personnage ? Eh bien, justement, je voulais pas forcément qu'elle soit au centre, mais qu'elle le devienne en fait progressivement. Mon histoire raconte celle de deux sœurs, une adolescente et une enfant de 7 ans, qui suivent leur mère qui vient d'acquérir une propriété bien à l'écart de la ville, perdue dans les bois. Donc, il s'agit d'une dacha, la dacha étant le nom de ma nouvelle. Donc,
Pour le petit point historique, qu'il s'agit d'une propriété, enfin d'une demeure que le tsar offrait à un membre de sa cour. Et donc, elle découvre cette maison. Donc là, j'ai pu jouer sur un double regard. Ce qui était très intéressant pour le thème de l'enfance, c'est qu'on a l'adolescente qui, elle, va porter un regard un peu inquiet sur cette perte de repère, tandis que l'enfant, plus dans l'enthousiasme, l'excitation. Et voilà, dans cette maison, parmi tous les objets anciens qui s'y trouvent, il y aura une matrioshka qui a une allure tout à fait différente. Et voilà, pour la suite, il faudra lire la nouvelle. Et donc, cette matrioshka, effectivement, comme je disais, va devenir progressivement importante et un objet, oui, de quête. Mais c'est vrai que oui, c'est peut-être pas une idée. Enfin, on pense pas à la matrioshka quand on pense aux poupées maudites, hein, par exemple. On a plus l'image d'Annabelle, enfin, ce genre de représentation. Mais moi, c'est vraiment ça qui me plaisait, c'est la matrioshka n'a ni l'allure, ni la texture, ni la forme, enfin rien d'une poupée classique. Et finalement, elle est pas très, elle représente pas vraiment un être humain. Enfin, si elle représente un être humain, mais pas dans les détails comme une poupée. Et tu parlais d'une peur d'ailleurs, d'une phobie, je vais oublier le nom. Je ne sais plus comment je l'ai dit, mais effectivement que sur la poupée, il y a les poupées anciennes qui ont une certaine imagerie, qui ont été associées à l'épouvante. Mais je trouve que dans certains modèles de poupées réalistes, il y a aussi ce côté un petit peu dérangeant parce qu'on copie l'humain, on copie le réel, mais ça peut servir de support d'identification, mais d'un autre côté, ça peut faire peur aussi. Et le nom de la peur de la poupée, ça s'appelle donc la pédiophobie. Je ne sais pas si c'était le mot que tu cherchais. Donc là, c'est vraiment lié à la peur de la poupée, mais on en avait parlé pendant le premier live, puis du coup, on profite de celui-là pour en parler davantage de la poupée en général. C'est vraiment une peur qui est apparue au début du XXe siècle avec les poupées qui devenaient de plus en plus réalistes. Et donc là, ce qui fait peur, c'est vraiment le fait d'avoir un objet inanimé, mais qui ressemble à un être humain, qu'on s'attend à voir bouger et qui ne bouge pas. Donc il y a un côté qui est perçu comme assez morbide et assez inquiétant. Pas pour les jeunes enfants en général, parce qu'ils ne sont pas encore à faire les liens comme un adulte, mais un adulte, lui, peut être perturbé. Et j'en parlais même tout à l'heure à ma mère quand je lui ai dit que la thématique d'aujourd'hui était les poupées. Elle m'a dit, les poupées, j'ai très peur de ça. Donc il y a vraiment quelque chose chez certaines personnes, un rejet des poupées réalistes ou des poupées pour enfants, en tout cas d'un objet qui a quelque chose d'humain mais qui ne l'est pas. Ça, c'est ce qui provoque vraiment l'inquiétude. Par contre, c'est vrai que la poupée en soi, ce qu'on appelle poupée, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Des petites figurines qui représentent des êtres humains. On a vu depuis les premières sculptures qu'on a trouvées sur les premières civilisations, il y en avait des petites figurines en terre. Est-ce qu'elles servaient de jouets pour les enfants? On suppose aussi, mais surtout elles servaient d'objets rituels et elles étaient souvent associées à la mort. Puisque c'est souvent des objets qu'on retrouve dans les tombes qui sont censés représenter des divinités ou une effigie de l'être perdu ou même des personnes des personnes qui accompagnent le mort dans la tombe, dans certaines croyances, notamment chez les Égyptiens. Donc la représentation de l'être humain en figurine, sous quelque forme qu'elle soit, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc, je pense que la matrioshka, justement, l'héritage japonais, c'est pareil. La poupée rituelle, elle incarne, elle incarne un être humain. Donc, c'est notamment des poupées dans lesquelles on va mettre, par exemple, pour les Japonais, on va mettre ses émotions dans une poupée, par exemple. Elle va servir de catalyseur. Donc, ça fait que même si la poupée n'est pas très réaliste, elle peut être inquiétante quand même, parce que si on met des choses positives dans une poupée, elle va porter bonheur, elle va avoir une bonne influence dans la maison. Mais si on met par exemple de la colère dans une poupée, là je parle vraiment de croyances plus shintoïstes, la poupée va être potentiellement maléfique. Donc voilà,
il n'y a pas que la peur il n'y a pas que la poupée vraiment type Annabelle ou Chucky. On a aussi toutes ces petites effigies qui ne bougent pas, qui ne sont pas très réalistes, mais qui souvent sont associées à de la sorcellerie ou à la mort ou à des rituels religieux. Donc on a aussi, je pense, les poupées vaudou. Sachant que les poupées vaudou, ça ne date pas du vaudou, c'est bien plus ancien. On en a trouvé dans l'Europe très ancienne. Déjà à l'époque, l'idée de faire un petit personnage à l'effigie de quelqu'un qu'on veut maudire, ça aussi, c'est très ancien. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort là-dessus. Donc, je ne sais pas si Alexandra, tu as des choses, je sais que tu avais fait quelques recherches sur la poupée notamment, s'il y a quelque chose que ça t'évoque en particulier, cette figure. Celle de la matrioshka? De la poupée ou la poupée en général, enfin ton expérience toi avec les poupées. J'ai eu plutôt des bonnes expériences avec les poupées. J'en ai eu beaucoup, de toutes sortes. C'est vrai, je ne peux pas dire que... Enfin, si j'ai peut-être une anecdote, mais je vais quand même la conserver pour moi, celle-ci. Non, mais je conçois par contre que la poupée, elle ait cette dimension effrayante. La comparaison même avec par exemple un poupon, un faux, un vrai, on le voit tout de suite. Enfin, il y a vraiment, oui, moi je conçois l'aspect morbide et cette peur qui peut naître. Et sinon, ce côté plus après poupée enfin, comment dire, destiné à des rituels. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est comme ça rejoint le thème de l'enfance, c'est vraiment très vaste. On peut faire tellement de choses avec les poupées, et sans parler du thème de l'enfance en lui-même. Il est vraiment universel, puisque d'une manière ou d'une autre, il nous parle à tous. Et finalement, je faisais un lien entre le fait d'associer l'horreur à l'enfance. Il y a quelque chose d'un peu contre nature, puisque l'enfance, l'innocence et la peur est un sentiment brut, violent. L'associer donne un mélange un peu interdit, et donc par définition attirant, mais presque improbable. Et la poupée, finalement, c'est un peu pareil. De base, on voit une poupée, enfin un poupon, on se dit que c'est bien innocent, tout ça, mais dès qu'on lui attribue quelque chose de néfaste, enfin une dimension un peu macabre, tout de suite, ça engendre vraiment un sentiment de frayeur assez important, notamment dans un roman, dans un film. Après, il y a de quoi faire. Voilà, à partir de là, j'ai vu les Annabelle, enfin The Conjuring, tout ça. Il y a du bon et du moins bon. On verse facilement dans l'humour aussi. Tu le disais la dernière fois avec Chucky, par exemple. Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, ceci dit. Mais j'ai plus un souvenir où je me suis amusée plus qu'autre chose. Mais Alors moi, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vrai que moi... peut-être avec le recul, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que c'est un tueur en série qui se réincarne dans une poupée, quelque chose comme ça. Je trouve déjà personnellement que le scénario est quand même... le scénario de base est drôle. Enfin, moi, l'idée me fait rire. Après, c'est sûr qu'après, les scènes horrifiques sont tournées sérieusement. Après, ça dépend des gens. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à regarder avec sérieux une poupée tueuse. Enfin, même si la scène est horrible, ça m'amuse quand même. Après, je ne sais pas quelle est la part de second degré réelle chez les scénaristes, mais personnellement, je trouve déjà que l'idée de base, c'est... Je me dis, voilà, je pense qu'ils se sont quand même amusés à imaginer cette histoire. Je pense aussi. Je crois qu'Annabelle, c'est un peu moins rigolo, par contre. Là, j'avoue que je connais moins. On est dans la possession. Après, je ne sais plus si c'était un esprit ou un démon, peut-être bien. Mais la poupée Annabelle est vraiment effrayante. Hein. Enfin, ils ont bien fait les choses. Après, la vraie, inspirée d'un plus un poupon presque. Enfin, une poupée de chiffon, c'est vrai qu'au cinéma, ça rendrait pas de la même manière. Quand on voit son faciès, enfin, son allure, oui, Annabelle est très, très inquiétante, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est très bien exploité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que là, on éteint la lumière, on met la poupée Annabelle dans un coin, on n'est quand même pas très rassuré. Mais voilà, c'est bien fait et la poupée va continuer d'inspirer, je pense, de l'horreur. Oui.
Ben, oui, d'ailleurs, on avait vu justement que souvent, donc, quand on parle même de Chucky comme Annabelle, c'est les jouets qui sont utilisés pour des scénarios d'horreur, bah, ce sont des poupées qui existent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui les rend plus effrayantes même parce que c'est une poupée que les gens, en tout cas de l'époque, l'époque à laquelle sont sortis les films, bah, que les gens connaissaient. Donc, je pense que l'impact est d'autant plus fort quand on sait que la poupée existe. Et d'ailleurs, j'ai même vu qu'il y avait toute une mode assez étrange sur Internet de gens qui vendent des poupées en les faisant passer pour des poupées maudites. Je ne sais pas si vous connaissez cette vague-là. En fait, le principe, c'est donc ils mettent en photo des poupées, donc souvent c'est des poupées qui font anciennes, des poupées qui ont l'air un peu bizarres, etc. Enfin, un peu comme, je pense être dans la vague d'Annabelle, etc. Ça a dû faire naître toute une vague aussi de collectionneurs d'horreur. Ils vont raconter une histoire comme quoi ils ont trouvé cette poupée ou qu'elle est dans la famille. Ils vont essayer de faire un peu peur sur les phénomènes qu'elle aurait provoqués, etc. Et les poupées peuvent être vendues très cher, avec à chaque fois une histoire qui va presque se passer d'un propriétaire à l'autre. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Enfin, l'idée, c'est de dire en tout cas que les poupées sont vraiment maudites. Et les gens les achètent, visiblement, quand même, ils sont prêts à mettre un prix assez élevé dans l'espoir que ces poupées soient maudites. Donc, l'espoir de prendre vraiment des risques en achetant cette poupée. Je ne sais pas si vous connaissiez ce phénomène Internet, mais après un phénomène du coup, même commercial au final, puisqu'il y a tout un business là-dessus, sur la poupée hantée. Non, mais je prends note, c'est bon à savoir. Est-ce que tu oserais acheter une poupée hantée, Claire? Je te sens. Non. Puis je trouve ça assez étonnant parce que si, enfin, de se dire qu'on va mettre le prix dans quelque chose qui va potentiellement apporter des nuisances, soit on n'y croit pas et dans ce cas-là on est content d'investir, soit vraiment c'est drôle de démarche, mais pourquoi pas. Oui, mais il y a il y a toute une vague sur Internet. Bon, là, je parle des poupées, mais avec d'autres objets aussi, il y a vraiment toute une vague de dire que vous allez acheter quelque chose de dangereux. Et les gens, je sais pas, je pense que c'est une nouvelle manière de peut-être de vivre l'horreur l'intégrant à la réalité. Bon, à mon avis, les gens au fond d'eux savent que c'est pas trop vrai. Je pense sinon, c'est un peu bizarre d'acheter une poupée qui potentiellement veut tuer ou va apporter la mort autour de soi. Mais je pense que c'est aussi une manière de peut-être de tester, d'ailleurs comme tout film d'horreur, je pense à l'histoire d'horreur, de tester son courage d'une certaine façon, de se dire j'ose acheter cette poupée et je prends le risque qu'elle provoque des catastrophes. Si c'est vrai, je pense qu'il y a le côté si c'est vrai. Je pense qu'au fond de nous, enfin en tout cas ceux qui ont cette démarche, tout le monde a un peu envie que ce soit vrai quand même si c'est paradoxal, je pense, cette envie quand même d'avoir la confirmation d'un objet hanté, de le posséder. C'est très paradoxal. Je sais pas ce que tu en penses, Alexandra, si tu aimerais qu'un Oui, objet hanté autour de je toi. ne l'achèterai pas, mais parce qu'on ne sait jamais, hein, dans le doute, vaut mieux s'abstenir, c'est ce qu'on dit. Oui. Après, c'est vrai que s'il se passait quelque chose avec cette fameuse poupée qu'on vient d'acquérir, oui, Non, ça donne. je pense vraiment l'idée d'avoir un objet, peut-être un objet rare. Enfin, après, c'est vrai que c'est des phénomènes que personnellement je comprends pas trop, mais qui existent et qui sont en bonne expansion. Tout un marché de l'horreur, enfin de l'horreur fictive en tout cas. Il faut, oui, soit on y croit vraiment, soit on se dit j'achète l'objet. Mais est-ce que la personne pense qu'il y a un risque potentiel vraiment? J'ai quand même du mal à le croire. Après, qu'est-ce qui ne se vend pas sur Internet, n'est-ce pas? Mais quand même, ils mettent l'argent pour l'acheter, hein, donc Oui, bon, c'est que. c'est que Peut-être faire vivre une histoire aussi. voilà, Enfin, c'est ça. du coup, il y a un côté transmission de tous ces phénomènes un peu inquiétants. Donc, effectivement, ça peut attirer si sans en avoir trop peur, on apprécie ces histoires-là.
peut-être effectivement la rareté et le côté unique de chacun de ces objets. Oui, c'est ça, je pense, le côté vraiment unique et de se dire que peut-être on possède quelque chose de très spécial. Je pense que ça, c'est attirant. Et je crois qu'il y a des poupées, du coup, qui sont, je les connais pas, hein, je me suis pas... Enfin, il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais j'ai pas tout lu, mais il y a des poupées qui sont célèbres, apparemment, sur ces marchés-là et qui valent de plus en plus cher. Donc, pourquoi pas? Je pense que c'est un phénomène plus américain que français. Chez nous, c'est pas encore trop arrivé. Mais voilà, enfin, en tout cas, ce que je voulais dire aussi, ben, ça rejoint tout ça, c'est que justement, c'est que la poupée, dans tous les cas, est un objet associé à la magie. Je pense que même si on a le côté de la poupée qui fait peur en soi, comme on le voit, c'est quand même à chaque fois des poupées qui vont, dans les histoires d'horreur, qui vont accueillir des esprits, qui vont accueillir des démons, donc qui vont quand même toujours être associées à de la magie et qui vont toujours être le réceptacle de quelque chose, d'une âme. C'est jamais ou c'est rarement en tout cas une poupée qui prend vie d'elle-même. Et quand c'est le cas, c'est pas trop de l'horreur en général. On avait parlé la dernière fois de Pinocchio. Voilà, il prend vie, mais c'est son esprit à lui, c'est pas un esprit vengeur ou quoi que ce soit. Généralement, quand il y a une histoire d'horreur d'une poupée, c'est plutôt un esprit négatif, en colère, qui va se matérialiser dans la poupée. Et là, je pense qu'on rejoint quand même la tradition rituelle des poupées vaudou, des poupées rituelles, des poupées qui renferment du négatif. Même si on a aussi des poupées porte-bonheur, mais c'est moins marrant, je pense, de retenir cette idée. Toi, par exemple, Claire, donc, qui a illustré, qui a fait l'illustration de la poupée, euh, pourquoi ne pas avoir choisi donc, une poupée maudite qui fait peur? Parce que, en fait, je pense que c'est assez personnel par rapport à mon imaginaire. Tout simplement, j'ai jamais été trop film d'horreur. Petite, j'avais pas forcément de poupons. C'est pas vraiment les poupées qui allaient m'intéresser. Et comme c'est souvent celles-là qu'on retrouve, je me suis plus portée sur des poupées finalement plus... Enfin, il y a une petite poupée de chiffon dans un coin, mais qui est finalement assez douce. Il y a ma poupée Barbie, mais qui du coup a un style un petit peu plus ancien, qui est entre deux en fait, qui à la fois, en étant une poupée moderne, représente quand même ces idées de poupée ancienne, de poupée porcelaine, et puis la poupée russe qui quand même me plaisait beaucoup. Je voulais en mettre une quelque part. Et je pense que là, d'ailleurs, dans ton dessin, j'en en a rapidement parlé avant, mais on a un peu les trois genres de poupées, si on veut. Donc, on a la poupée un peu plus rituelle décoration, qui est la poupée russe. On a une petite poupée de chiffon dans un coin. Donc là, on est dans la poupée à materner, donc, qui est un peu la première poupée jouée. C'était plutôt donc, pour la petite fille, un peu de jouer un peu à la maman. Et la poupée Barbie qui est arrivée plus tard et qui là n'est plus une poupée à materner, mais une vision plus moderne de la poupée pour la petite, en jeu de petite fille, qui est plus une poupée à laquelle on s'identifie. Et donc là, on n'est pas en train de... on n'interagit pas vraiment avec elle. Là, on fait plus un peu du jeu de rôle avec les Barbie. Donc, c'est aussi l'évolution finale finalement de la poupée en tant que jouet, en tout cas, je pense, enfin pas que la poupée Barbie, mais toutes les poupées de ce genre-là. C'est une révolution à ce niveau. Je dirais pas que c'est une poupée qui fait peur, enfin, je ne pense pas. Après, on peut dire, je pense à une époque, elle a pu faire peur pour l'influence négative qu'elle pouvait avoir sur les petites filles. Donc là, c'est autre chose d'une certaine manière. On peut dire qu'on lui attribue aussi un pouvoir et une influence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis assez d'accord où effectivement, elle détonne quand même par rapport aux poupées qu'on avait avant. On n'est effectivement plus dans le maternage, on est sur une poupée qui prend des formes adultes, qui présente un modèle qui, au lieu d'être... l'enfant n'est plus en place de materner, mais par contre, l'enfant projette une image qui est parfois aussi très genrée, pas forcément... Enfin, qui est pas forcément en accord non plus avec la petite fille qui est une petite fille. Et je pense qu'effectivement, ça a pu provoquer des inquiétudes. Et d'ailleurs, dans mon illustration, si finalement la poupée qui est en mouvement, c'est celle-ci, c'est aussi parce qu'il y a cette idée de
de mouvement, on avance dans le temps et on a une projection où peut-être que la petite fille est aussi dans une transition et qu'elle se dirige vers un autre modèle. Et c'est vrai que les poupées plus anciennes sont soit décoratives, soit un peu dans les coins. Ouais, d'ailleurs, j'y pense justement, c'est que l'inquiétude dans ton illustration, c'est plutôt justement cette poupée qui a une attitude d'adolescence, mais d'adolescente, mais qui est destinée à une enfant. Ben, on la voit justement tenir une cigarette, donc finalement donner le mauvais exemple. Donc là, on est... Complètement. Et effectivement, oui, ce côté un petit peu... ça n'a pas sa place pour l'enfance. Enfin, en tout cas, dans ce visuel, c'est un petit peu ça qui provoque le décalage. Et pourtant, voilà, la poupée n'a rien de menaçant. Vraiment, elle vit sa vie. c'est pas... Sa vie de poupée. Voilà, sa vie de poupée, mais qui n'est pas comme on l'imagine. Et pour précision, donc, on parle d'une illustration que vous pouvez retrouver dans la campagne Ulule, Que je peux peut-être partager à l'écran. Je peux la partager, peut-être pour ceux qui n'auraient J'arrive, pas en tête ou ceux qui n'auraient qui pas vu. veulent l'avoir sous les yeux. Alors, dites-moi si ça marche. Voilà, normalement, est-ce que c'est ciblé? Là, on te voit toujours. Ah mince. Bon. Sinon, bon, n'hésitez pas, rendez-vous sur... Voilà, oui, sinon, ce sera peut-être le plus simple. Ah oui, non, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, Ah, je ne savais pas. Je ne sais pas. Je sais pas comment... Non, mais sinon, c'est pas bien grave. Vous pouvez effectivement la retrouver sur la page des éditeurs. On va voir. Bon, je suis désolée, je découvre en même temps mon logiciel. Donc, je sais pas, peut-être que là, ça va marcher. Alors, je réessaie. Hop. Est-ce que ça marche? Sinon, tant pis, on va éviter. Non, c'est pas bon? Non, ça ne marche pas. Bon, Ah bon, tant pis. tout le monde peut partager. Bon, c'est pas grave. C'est sur le Ulule. D'ailleurs, oui, sur le Ulule, donc, on a une illustration de Claire Tardieu et vous allez pouvoir en découvrir d'autres dans les prochains jours, je pense même. Claire qui travaille là sur une autre illustration qui est autour de la veilleuse maudite. Voilà. Avant, donc ça sera autour de la thématique notamment de la peur du noir, donc des jouets qui s'éveillent dans le noir, de ce qui se passe quand on a les yeux fermés dans sa chambre. Et donc voilà, si tu peux faire une petite introduction sur cette thématique que vous allez bientôt découvrir, on vous la partagera sur Facebook. Effectivement, la peur du noir, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très, très répandu. Enfin, petit, je ne sais pas quel est le pourcentage de population, mais je pense qu'on a tous, et encore adultes, plus ou moins craint ce moment où il n'y a plus aucune lumière et on se retrouve dans son lit et tout l'environnement devient angoissant. Donc c'est de se dire que cette veilleuse, finalement, a à la fois un rôle de rempart puisqu'elle va éclairer, mais en même temps, elle éclaire pas tant que ça. Et donc, tout ce qu'il y a autour, finalement, c'est des ombres qui sont plus dans son corps. Et donc, je suis en train de travailler sur une illustration où j'essaie de mettre en place voilà, cette idée de... Moi, j'ai toujours eu peur qu'un pied qui dépasse et hop, un monstre arrive et il n'y a plus de gens, mais ce qui est totalement irrationnel. Mais du coup, voilà, de mettre des créatures en scène et qui finalement prennent l'espace laissé par la lumière. Et c'est pas parce que la lumière est là que la menace disparaît totalement. Voilà. Et sachant que certaines lumières peuvent elles-mêmes être inquiétantes. J'avais vu qu'il y avait des lumières qui étaient reposantes et des lumières qui avaient des effets plutôt négatifs sur la psyché. Donc, normalement, les veilleuses sont faites avec des lumières orangées, jaunes, rouges. Ça, c'est bien, sachez-le. Par contre, si vous mettez une lumière plutôt dans les tons bleu, violet, là, on est dans quelque chose de plus sinistre et qui excite plus, même avec les yeux fermés, qui va exciter plus mentalement. Donc, une veilleuse peut être négative si on ne met pas la bonne couleur. C'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches à ce sujet. C'est bon à savoir.
Nous, ça va vu qu'on est les couleurs sont en rose et donc c'est en rose et noir à l'intérieur de l'anthologie. Donc je pense que le rose, ça va à peu près. On est dans des couleurs chaudes, donc ça devrait aller. En tout cas, sur l'illustration, c'est pas une lumière trop angoissante, au contraire. Oui, oui, il y a en plus un côté merveilleux, mais avec les. Donc, bon, on peut dire un peu, hein, c'est Oui, des oui. enfants qui peuvent être féroces, hein, mais on n'est pas non plus dans des. Non, c'est pas encore, une fois encore, en fait, graphiquement, je suis pas dans l'horreur et donc je joue sur le côté inquiétant. Il va y avoir des grands yeux, des dents, puis un côté un petit peu presque fumé parce qu'on a des ombres qui prennent l'espace disponible, qui sont mal définies, donc ça rend la menace un petit peu floue aussi. Et puis une lumière qui là est plus douce avec justement une veilleuse à motif. On a des animaux, parfois les mêmes, mais plus simplifiés, presque enfin, des formes vraiment simples et qui vont être plus rassurantes du coup. Comme si on avait d'un côté l'animal qu'on voit la journée, qui est très bien, notamment la figure du loup qui dans l'imaginaire, quand on est petit, on peut faire. Enfin, moi, je faisais pas mal de cauchemars sur le loup, justement, parce que c'est celui qui va manger le petit chaperon rouge, qui va. Donc, la nuit, c'est la créature avec des grandes dents, ça va être un petit peu ça qu'on peut. Et à côté de ça, il y a au contraire le loup qui ressemble finalement à un grand chien, qui vit sa vie de prédateur et qui n'a rien de vraiment dangereux. Donc, c'était d'avoir dans la lumière ces deux paradoxes-là. Oui, c'est ça, fait comme effectivement, de jour, rien n'a l'air inquiétant. Voilà. Normal, une pièce normale, la lumière est fermée. Dans l'esprit d'un enfant, n'importe quel monstre peut surgir, même si quand il ouvre la lumière, il n'y a rien, enfin, normalement. Tout peut, enfin, on avait un peu parlé, c'est le fait que tout peut devenir possible dans le noir pour un enfant qui développe son imaginaire et a encore du mal à distinguer le possible de l'impossible. Donc voilà, c'est par exemple un loup, je pense, qui débarque dans une chambre d'enfant, c'est très peu probable, mais dans le doute, on ne sait pas. Donc, on n'est pas à l'abri. Que tu avais des frayeurs liées au noir, Alexandra, enfant, ou ça se passait bien? Je ne m'en rappelle pas vraiment, mais je ne veux pas dire de bêtises. Très honnêtement, non. Puis je me suis tellement vite intéressée aux histoires d'épouvante, très honnêtement. Enfin, tellement vite, je ne sais pas, vers 7-8 ans déjà, je lisais des romans destinés aux enfants hein, de R.L. Stein, mais ça a commencé comme ça. Donc, si j'ai eu des peurs liées au noir, je pense qu'elles sont rapidement parties. Si, je me souviens qu'il y avait une veilleuse. Donc, probablement. Mais bon, les enfants, ce n'est pas rare qu'ils gardent leur veilleuse jusqu'à un certain âge. Non, pas de souvenir à ce niveau, mais voilà, parce que je pense que j'aimais trop déjà les histoires qui font peur. Je sais que j'aimais pas, surtout quand c'était des maisons que je connaissais pas. On sait pas trop, ce qui est possible ou pas dans ces maisons. Donc, j'étais plus vigilante quand j'étais enfant dans des maisons que je connaissais pas. Mais sinon, effectivement, ça va. Après, être dans le noir absolu, c'est pas non plus une bonne idée enfin, en tant qu'être humain, si on est coupé de la vue, on voit rien. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite lumière. De distinguer un minimum ce qui se passe dans une pièce. Mais bon, sinon, plus besoin Donc, de quand même. oui, c'est inquiétant. Parce que ce qu'on ne voit pas, on le devine. Et à partir du moment où l'imagination commence à tourner, oui, pour ça, le noir est frais. Effray, puis bon, après, on est à l'abri de tous les dangers, même concrètement, dans le noir, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, au-delà de l'enfance, après, je pense qu'on imagine plus des monstres, hein, mais évidemment, vaut mieux quand même savoir où on est, au cas où. Je pense après, certaines personnes sont beaucoup plus inquiètes que ça, mais quand c'est un endroit qu'on connaît, on a moins peur parce que de toute façon, on sait où sont les choses, même si on ne les voit pas. Après, quand on ne sait pas du tout où sont les choses, je pense même pour un adulte, hein, être dans le noir dans un milieu complètement inconnu qu'on ne maîtrise pas, ça fera toujours peur. Et c'est normal, hein, c'est un instinct même de survie à ce niveau.
C'est une perte de repère brutale. Donc, effectivement, là, ça engendrerait énormément de peur et d'angoisse, c'est sûr. D'ailleurs, je pense qu'il y a il y a je pense des maisons hantées ou des attractions dans ce genre qui sont basées sur ce genre de mise en scène qui peut être inquiétant, avec des personnages qui peuvent surgir de l'ombre. Enfin, moi, j'ai pas fait de maison hantée, mais je sais que plonger soudain dans le noir, c'est toujours une astuce qui fonctionne plutôt bien. Donc, je vous remercie toutes les deux pour ce live. Malheureusement, Elerzen a eu une indisponibilité, donc nous n'avons pas pu l'avoir pour cette fois. Je ne sais pas si nous l'aurons la semaine prochaine, j'espère. En tout cas, la semaine prochaine, pour le dernier live, a priori, nous vous parlerons d'une dernière grande thématique qui a été rapidement abordée, mais je pense que ce sera intéressant d'en parler plus en détail pour le final, avec donc les fêtes foraines, les cirques, les clowns, je pense un peu tout le milieu du spectacle, du divertissement associé à l'enfance, qui là aussi est très riche dans la littérature et le cinéma horrifique. Je pense qu'on a beaucoup de choses sur ces sujets. Sinon, donc on est sur la 3e semaine du Ulule et il reste 2 semaines, donc 15 jours pour atteindre. On a donc validé le Ulule, mais il reste à valider les finitions du livre. Donc vernis sélectif et dorure. Donc n'hésitez pas, pour avoir le livre le plus beau possible, à soutenir la campagne. Et on fera après de notre mieux pour vous présenter le livre et vous faire aussi le livre le plus beau possible. Donc rendez-vous pour la dernière émission la semaine prochaine, le 30. Merci d'avoir été présent. Désolée pour le petit retard de live qui était donc problème technique. Et puis, bonne soirée et à la semaine prochaine plutôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.